Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Talk. Aujourd'hui, je peux dire que, comme pour certains footballeurs, j'ai accompli mon rêve de recevoir l'une des légendes du journalisme dans le monde. Il est journaliste émérite, grand spécialiste du football, membre actif de la FIFA pendant quelques années en tant qu'instructeur, chef de presse et membre de diverses commissions, la commission média, la task force, conseiller sport pour l'OMS, retenez votre souffle, c'est pas fini, conseiller du président de la CAF, Ahmad, auteur de plusieurs livres et ouvrages de référence sur le football, et actuellement président et CEO du groupe Sandris TV Sport. Le monsieur que j'ai en face de moi s'appelle monsieur Eddie Hamel. Il nous livre ici en exclusivité ses souvenirs de la Coupe d'Afrique des Nations dans son livre « Il était une fois la CAN, 70 ans » que je vous présente ici. Il est là, le livre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'insigne honneur de l'avoir. Monsieur Eddie Hamel, bonjour. Bonjour Richard. Merci de m'avoir invité. Bienvenue dans le Talk. C'est un honneur pour moi de vous recevoir parce que vous êtes un monument du journalisme. Et en Afrique, il y a une semaine, vous avez sorti un livre. Il était une fois la CAN, 70 ans d'histoire. Comment vous vient l'idée de ce livre? Richard, je suis un passionné de sport. Oui. Je suis journaliste depuis j'ai commencé à faire des piges à l'âge de 16 ans. Dans la presse écrite. J'ai fait d'abord un parcours dans la presse écrite. La presse écrite, c'est écrire. C'est écrire tous les jours. Il y a la passion d'écrire, la passion des mots, la passion des phrases, la passion de restituer des événements. Très très jeune, j'ai été donc dans des journaux, des quotidiens, surtout en Europe et en Afrique. Et évidemment, quand on écrit régulièrement dans des quotidiens, il nous vient toujours à l'esprit de mettre des phrases, des mots, des événements, des émotions, des séquences de la vie du sport qu'on met de côté. Et alors, on les accumule, et en les accumulant, il faut un jour se rendre à l'évidence d'écrire quelque chose sur un événement. J'ai écrit, je crois, 7 livres, mais 7 livres qui me sont venus très naturellement, parce qu'en étant journaliste, on écrit. Et on met donc ces séquences de la vie, on les met de côté. Et quand elles s'accumulent et qu'elles deviennent importantes, eh bien un jour, on prend le temps de les écrire. J'ai écrit ce livre pour la passion que j'ai de mon africanité. Je suis de père et de mère africain, bien évidemment. Ah ouais. J'ai baigné dans cette culture africaine toute ma vie. J'ai les émotions, j'ai les sentiments africains et j'ai la passion de voyager en tant que journaliste, bien sûr. C'était ça qui me plaisait dans mon métier, la passion d'écrire, mais la passion de voyager, de découvrir et de découvrir non pas seulement des situations de sport, mais la civilisation, les hommes, la relation, les femmes, des séquences très émotionnelles de la vie dans tous les pays. C'est pour ça que, en ayant visité les 54 pays du continent, je connais 54 pays, absolument un par un. J'ai mis les pieds dans ces 54 pays. J'ai connu bien sûr d'autres pays. J'ai connu l'Amérique latine, l'Asie, l'Océanie aussi, tous les pays d'Océanie. J'ai voyagé en tant que journaliste, mais c'est l'Afrique qui m'a toujours passionné. C'est le regard que j'ai porté, c'est sur l'Afrique. Et je me suis dit, la bibliothèque du sport africain est très faible et pauvre. Et il n'y a pas assez d'ouvrages, il n'y a pas assez de restitution de l'histoire. Un jour, notre génération disparaîtra et il faudra qu'on laisse une trace. Donc c'est simplement, c'est un acte tout banal, tout simple que d'écrire un livre. Je l'ai écrit par la passion et par les émotions que j'ai eues pendant 45 ans où j'ai sillonné l'Afrique de part en part. C'est un livre de passion, mais un livre d'émotion. Mais justement, dans ce livre, vous avez commencé votre livre par une phrase qui a marqué mon attention, parce que je peux vous dire que je me suis régalé à lire tout
tout ce livre. Et la première phrase, c'est « L'Afrique est le paradis terrestre du football ». Comment expliquer ça? Ah oui, absolument, absolument. Écoutez, je vais encore parler de moi, mais Mais oui, mais c'est pour ça que... J'ai fait 136 pays. J'ai visité 136 pays D'accord. à l'occasion de matchs de football, un peu partout dans le monde. Exact. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai visité un pays, quel que soit l'événement, je ne pouvais pas ne pas le comparer à ce que j'ai vu sur les terrains, sur les parkings, avec les jeunes, avec des gens qui jouaient au football, que ce soit des militaires, des scolaires, des universitaires, des travailleurs qui viennent le dimanche jouer au football. Je suis resté très très longtemps à Madagascar et j'ai vu le stade Mahamasima de la capitale Antananarivo, Tana, qu'on dit Tana. Eh bien, écoutez, j'ai vu ce stade accueillir en une journée 7 parties de football. Et j'ai vu défiler les cadets, les juniors, les militaires, les scolaires et enfin les clubs de première division. C'est vous dire un peu cet attachement. Le paradis terrestre du football, il est en Afrique, indiscutablement. Et ce n'est pas le Brésil. Justement, j'allais dire ça. Ce n'est pas le Brésil. Oui. Non, ce n'est pas le Brésil parce que le football en Afrique, il est inné. Il est inné. Un gamin qui commence à marcher, on lui apporte d'abord un ballon. Il tape dans le ballon. Je ne le vois pas ça au Brésil. Bien sûr, il y a l'amour fou du football au Brésil, mais je pense qu'elle est diamétralement opposable à celle du continent africain. L'Afrique, c'est dans son gène d'un geste de taper dans un ballon. Et je dis paradis terrestre parce que j'ai vu ce que je n'ai jamais vu ailleurs. Oui. La manière des enfants, par exemple, dans un parking, un simple parking, un terrain en pleine brousse, jouer au football. On joue le football avec une telle passion, une telle émotivité qu'il n'est pas possible de le comparer ailleurs. J'ai vu des gens jouer en Nouvelle-Zélande, j'ai vu en Nouvelle-Calédonie, j'ai vu en Argentine, j'ai vu au Brésil, j'ai vu partout le football. En Afrique, il y a une manière d'opérer et d'approcher le football qui est unique. Pour moi, c'est le paradis terrestre. Pour découvrir tout ce qui est inné, tout ce qui vient du sens, de l'esprit et du geste dans le football, on le trouve d'abord en Afrique. C'est pour ça qu'on a mis longtemps à faire découvrir nos grands footballeurs. Il y a des footballeurs qui sont incomparables. On dit Georges Weah, c'est le seul qui a eu le ballon d'or. Mais on pouvait donner 20 ballons d'or. 20 ballons d'or. On peut les citer un par un, qui ont aussi la dimension d'un Neymar, d'un Pelé, peut-être pas d'un Pelé ou d'un Messi, mais qui sont tout autant comparables en talent pur. Voilà, c'est la pureté du talent qui fait que j'ai employé ce mot, le paradis terrestre du football, il est en Afrique. Mais justement, Eddy, là, vous venez d'évoquer un peu les ballons d'or, mais est-ce que, on va un peu sortir du livre, est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, le ballon d'or, beaucoup d'Africains comme Samuel Eto'o auraient mérité le ballon d'or? Mais largement. En 1987, Madjer aurait dû être ballon d'or. C'était le plus grand footballeur technique, dans la finesse de la technique, quand il a joué cette finale de la Ligue des Champions, qu'on n'appelait pas encore Ligue des Champions, avec Porto. À Vienne, c'était le meilleur dribbleur du monde, et il n'a pas eu le ballon d'or. Il n'a pas eu le ballon d'or africain en 90 quand il gagne la CAN. Alger, il était capitaine. Évidemment, il l'a pas eu. Drogba ne l'a pas eu, il pouvait le mériter. Eto'o, Roger Mila aurait dû être sacré. Roger Mila, une dimension du football qu'on n'a jamais vue. Voilà un homme qui joue au football comme personne. Quand Pelé l'a vu jouer, je m'en souviens, c'était en 1994, j'étais à côté de Pelé, le grand Pelé. Il regardait avec des yeux écarquillés et dit mais c'est lui Mila? Oui, c'est lui Mila, oui. Il dit, mais il joue au football comme personne. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, mais la conduite de balle, le regard qu'il a quand il a le ballon. C'est Pelé, le grand Pelé qui me l'a dit à côté. Voilà, Roger Mila n'a pas eu le ballon d'or. Peu importe, c'est une distinction à l'origine
européenne qui célèbre des footballeurs européens. Nous, nos footballeurs, ils ont la dimension des ballons d'or 1000 fois, 10 000 fois la dimension des ballons d'or européens. Mais il dit, dans le livre, hein, vous l'avez subdivisé en 6 axes. Parce que je l'ai parcouru de bout en bout, parce que vraiment, je vais vous dire franchement, il faudrait que vous puissiez vous procurer ce livre. Déjà, Eddy, on le retrouve où? Parce qu'il faut qu'on commence par... Je crois que la distribution, elle est internationale. Hein. On le trouve en Côte d'Ivoire, on le trouve au Gabon, on le trouve au Cameroun, on le trouve un peu partout. Et en Europe, on le trouve en Belgique, en Italie, en France. La distribution, elle est internationale. C'est un groupe spécialisé dans la distribution. Donc ça veut dire que partout. Même en Afrique, on peut l'avoir? Oui, même en Afrique, on peut l'avoir. Et si on ne peut pas l'avoir, on peut le demander par correspondance. D'accord. Je pense que c'est assez... Et le prix, franchement, franchement, je vous fais une petite confidence. Quand moi j'ai vu le prix à la Fnac, moi je me suis en voulu. J'ai dit à la légende Eddy Hamel que Eddy, pour un bijou pareil, c'est moins cher d'avoir un livre à 16 000 francs CFA, parce que vraiment ça devait coûter minimum 30 000. Mais Eddy, il a fait un effort. Je pense que c'est un effort parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des gens qui ont payé le livre à 19,90 €. C'est ça. C'est ça, c'est presque 20 €. Richard, il fallait qu'il soit accessible aux jeunes. Il fallait qu'il soit accessible pour qu'ils entrent en connaissance de leur histoire. L'histoire du sport majeur de ce continent, le football. On n'a pas suffisamment. Quand je vous ai parlé des bibliothèques pauvres en Afrique, c'est la nôtre qui est pauvre. Oui. Elle n'a pas assez. Il n'y a pas que ce livre. Il doit y avoir des dizaines et des dizaines de journalistes qui doivent écrire et restituer les événements, restituer les histoires, rendre compte de quelques éléments inconnus qu'on peut découvrir à l'occasion d'un livre, d'une histoire. Voilà. Le prix, il doit être accessible aux plus jeunes. Aux plus jeunes. Ah, merci. Mais justement, dans ce livre, vous avez axé ça subdivisé en 6, et vous avez parlé de la période 1957-1963 comme étant le temps des pionniers. Oui, les pionniers, parce qu'il y avait à la fois l'idée de la fondation qui a mûri en fait dans les années 30. Il y a des Africains qui ont pensé que l'Afrique devait s'organiser. Elle était sous le joug du colonialisme, certes pour quasi la majorité des pays, mais en même temps il y avait des hommes et des femmes qui réfléchissaient à la fondation d'institutions sur la santé, sur l'organisation politique et en même temps sur le sport. Déjà dans les années 30, il y a eu Monsieur Salem, un Égyptien, qui a pensé en 1931, qui pensait qu'il fallait absolument que le football soit organisé. Pourquoi ? Parce que les marins, les conquistadors et tous ces grands voyageurs du monde avaient dans leur équipe toujours des Africains qui étaient soit des grooms, soit des employés, soit des marins en gestation, soit beaucoup de personnalités africaines qui jouaient dans les clubs, des Européens, dans les grands clubs. Il y avait toujours des Africains, mais personne pour les regrouper, personne pour les organiser. Alors on a vu arriver à la Coupe du Monde en Uruguay en 1930, alors que l'Europe était complètement désunie, la FIFA n'était pas encore bien structurée, les Européens se déchiraient, c'est ce que je raconte aussi. La FIFA n'était pas toujours une grande maison sereine avec la beauté absolue de l'organisation. Non, il y avait des tensions très très fortes, et à ce moment-là, déjà quelques Africains pensaient à la fondation d'une organisation du football. Ça n'a pas eu lieu parce que on était déchirés par les guerres de colonisation. On n'a pas pu préparer, ni dans les années 30, les années 40, c'est la guerre, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant cette Deuxième Guerre mondiale, là, on a commencé à réfléchir. Il y a eu un Soudanais, un Éthiopien, qui ont commencé à travailler, à jeter les bases du fondement d'une organisation. Voilà. Ça, c'était en 1941 déjà. On n'a pas appelé ça la Confédération africaine de football. On l'a appelé
Organisation orientale du football. Ah ouais? Bah oui. C'est le premier nom de la CAF? En 1941. Ah ouais. Alors, c'était voué à l'échec puisque c'était la guerre et que c'était compliqué. Mais en fait, ces deux personnes voulaient surtout alerter le monde sur les capacités des Africains à s'organiser, à confédérer leur football. C'était dans les années 41. Mais c'est dans les années 50, une fois que la Deuxième Guerre est terminée en 45, beaucoup d'Africains ont commencé à se réunir. Beaucoup d'Africains, alors qu'on n'avait pas encore les indépendances nationales. L'ère des indépendances nationales arrivait dans les années 60, la fin des années 50. Déjà, des hommes se sont réunis dans une vieille maison d'Addis Ababa sur les hauteurs que j'ai filmée. Ah ouais. Je crois qu'il y a la photo dans l'autre livre qui s'appelle La légende du football africain, qui est sorti il y a quelques années. Et donc, je racontais comment dans cette maison, des gens autour d'un thé bien éthiopien parlaient déjà de fonder une organisation capable de regrouper l'ensemble des pays. Donc, vous voyez, ce n'est pas la CAF est née en 57 parce qu'il y a eu le congrès de l'UEFA. En fait, ce sont à la fois les Européens qui ont voulu encourager ces 4 personnes qui représentaient l'Afrique du Sud, qui représentaient l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte à l'époque, alors que le Soudan était déchiré par une guerre incroyable. Il venait d'avoir une année après l'indépendance. Eh bien, ces 4 personnes ont été encouragées par des Suédois, par des Portugais, par des Français, par des Italiens, en leur disant « Mais oui, allez-y, organisez-vous, on est là, on vous donne la structure. » Et donc, il faut parler de cette amitié-là dans les années 50 entre l'UEFA et ce qui allait devenir une confédération. C'est aussi quelques Européens qui ont été liés par des liens amicaux à des Africains, avec l'esprit fondateur qui ont poussé à la création d'une confédération. Ils étaient 4, et puis 4, et quand ils ont décidé d'organiser tout de suite, ils ont vu que les Européens organisaient leur championnat d'Europe, ça s'appelait comme ça, championnat d'Europe, plutôt l'Euro, que l'Euro aujourd'hui. Eh bien, ils ont organisé, ils ont dit, ah ben au Soudan, il y a un stade. Oui, mais un stade sans tribune, sans rien. Donc voilà, on raconte l'histoire de ce stade dans le livre. Le premier tournoi était là-bas, et quand les Sud-Africains ont levé le doigt pour dire « nous on viendra, mais avec une équipe de blancs uniquement », on leur a dit « mais messieurs, écoutez, l'Afrique n'est pas blanche, je suis désolé, elle est blanche, mais elle n'est pas que blanche, elle est surtout noire, et il y a d'autres visages, il y a d'autres... Et donc on a exclu l'Afrique du Sud juste avant ce tournoi qui s'est terminé à trois pays, Soudan, Éthiopie, Égypte. Et les 3 ont organisé dans la succession. Les trois prochaines éditions. Mais justement, c'est-à-dire que quand vous parlez, on a vraiment envie de parcourir le livre parce que parce que là, vous avez évoqué l'UEFA, c'était justement dans le chemin de l'émancipation, parce que on se rend compte que la période de 1965 et 1972, vous l'avez nommé le chemin de l'émancipation. Est-ce que à cette période-là, l'Afrique était émancipée ou pas? Non, c'était pas sur le continent. L'émancipation, c'est de là l'institution, la confédération. Ah, d'accord. Qui a volé de ses propres ailes, qui a réussi à asseoir un règlement, qui a réussi à gérer, à dompter une organisation pour avoir plus de pays. Rappelez-vous, en 65, le Ghana a joué. On est allé chercher d'autres pays qui sont arrivés. Le Congo est arrivé aussi. Donc l'émancipation, je parle d'émancipation parce que c'est la confédération, l'institution qui a eu vraiment installé des bases organisationnelles avec une réglementation, avec de l'ordre pour les arbitres, avec des désignations, avec des responsabilités, avec une répartition des tâches tellement bien faite qu'on a parlé d'émancipation. Je parlais pas, bien sûr, d'émancipation du continent. Je m'en voudrais de le dire comme ça. Voilà, justement, on va pas élaborer tous les axes parce que il faut vraiment que vous achetez le livre pour découvrir tout ça, parce que je peux vous rassurer, dans ce livre, il y a à la première page le siège de la CAF. C'est quelque chose qui m'a beaucoup. Le premier siège de la CAF, il est là, et vraiment,
il faut vous procurer ce livre parce qu'il est vraiment intéressant pour tous les jeunes qui veulent avoir l'histoire de la CAN. Parce que même moi, qui suis pas très vieux, mais qui suis aussi pas très jeune, j'ai appris de ce livre. Mais comment s'est fait la relation entre Eddie Hamel et le football africain? Alors, mon père était président de club en Afrique. Oui. Mon père était aussi président d'une ligue régionale et mon grand frère, Jos, jouait en Allemagne déjà. Il était africain, mais il jouait en Allemagne, à Düsseldorf. Et toute la famille jouait au football, toute la famille était dans l'organisation du football. J'étais un élève sérieux, j'étais un bon élève en général. Oui. Je jouais aussi au football, cadet, minime et cadet. Et en parallèle, j'étais un athlète. C'est pour ça que ma deuxième passion, c'est l'athlétisme. J'ai beaucoup écrit sur l'athlétisme aussi. Oui. J'ai pratiqué l'athlétisme du sprint jusqu'à un niveau universitaire, tout en jouant. Par exemple, en France, j'ai joué à Juvisy, dans des clubs en milieu de terrain. C'est important de le savoir. Donc voilà, mon frère jouait au football, mon père était dirigeant, mes oncles, mes cousins, tout le monde jouait au football. Je ne pouvais... Alors... C'est vrai que mes copains ont réussi dans le football. Moi, j'ai réussi dans les études. Dans les études. Voilà. Donc, on s'est séparés un peu comme ça, en privilégiant plus les études que le sport. Mais j'étais toujours attaché à ça. Et surtout, j'avais la plume facile, comme on peut dire. C'est pas pour fanfaronner, mais la plume facile, c'est avoir envie, avoir l'esprit, avoir le sens pour écrire, pour restituer, regarder des événements et les restituer au plus grand nombre. Ça, c'était l'amour. Et donc, mon père m'a fait rentrer dans un journal à 14 ans pour voir un peu, à l'époque, la Dépêche de Constantine, comment on faisait un journal quotidien, il y avait les linotypistes, vous savez, on faisait le journal au quotidien avec le plomb. Le plomb, avec le plomb, je voyais la bouteille de lait à côté des linotypistes pour contrecarrer la poussée du plomb dans l'organisme, etc. Les linotypistes qui écrivaient les articles en défilant comme ça. J'ai vu tout ça. Et j'ai écrit aussi avec le rouleau et la colle, où on collait une feuille de 21-27. On l'écrivait à la main, bien sûr à la main. Il y avait les machines et ça nous faisait perdre du temps, donc on écrivait à la main, et puis on collait le petit bout de feuille, et ainsi de suite, pour en faire un rouleau. J'ai été passionné par le journal, et j'ai toujours baigné, et j'ai toujours voulu être journaliste. J'ai fait l'école de journalisme, bien sûr, j'ai fait l'Institut aussi, j'ai eu une licence de lettres classiques à la Sorbonne aussi, donc voilà, j'ai fait des études de lettres, c'était beaucoup plus compatible avec l'école de journalisme que j'ai fait après, puis très vite, j'ai travaillé dans des journaux en France, très vite dans des quotidiens. J'ai fait un stage au journal Le Monde, parce que Jacques Sauvageau, qui était un des patrons du journal Le Monde, était un de mes professeurs favoris de l'école de journalisme. Et quand je lui ai demandé de faire un stage, évidemment, c'était une très belle expérience, de côtoyer des grands reporters, de préparer leur mission, de voir comment ils préparent leur mission. Et puis ensuite, je suis allé à l'Humanité. J'ai travaillé une année à l'Humanité. Le quotidien de Paris, et ensuite le journal L'Équipe avec monsieur Jean-Philippe Prétaquer, avec Édouard Sedler. Ensuite, je suis passé au journal mondial, 11 mondial. Je suis revenu ensuite à France Football. Et puis, à France Football, je me suis dit, j'écrivais sur l'Afrique, j'écrivais 10 lignes parce qu'il n'y avait pas de place pour l'Afrique. Et c'est là où je me suis dit, il faut qu'on donne un journal à l'Afrique. Il y a possibilité. Et j'ai créé donc Afrique Football. Qui, pendant 15 ans, a été le plus grand journal de football africain. On en a fait une édition en anglais et en français. J'ai dirigé ça avec monsieur Zinsou, monsieur Simplice de Messé Zinsou, qui était président de l'Africa Sport d'Abidjan et qui était un journaliste et qui m'a aidé à lancer ce journal, qui a été une formidable réussite puisqu'on tirait à 150 000 quand même, et qui était... Voilà, c'était une belle aventure. Voilà pourquoi je suis toujours passionné par le journalisme. Et voyager, écrire, raconter, restituer, rencontrer, découvrir. Ça, c'est la passion du journalisme. Je connais un journaliste qui m'a raconté une histoire sur Eddie Hamel, qui s'appelle Franck Simon. Il a toujours
il a toujours un franc respect. Stagiaire. Voilà, justement. Il m'a dit que vraiment, si je commençais à m'intéresser au football africain, c'est grâce à un homme qui s'appelle Eddie Hamel et qui m'a toujours, il m'a bien accueilli à Afrique Football Magazine. Et justement, Eddie Hamel, mon stagiaire, ouais. Combien de CAN avez-vous couvert? Alors 22. Je crois que ça, je ne sais pas si c'est le record, mais 22 depuis celle de extraordinaire du Nigeria en 1980. Je les ai toutes faites. Oui. 22 CAN. Oui. Je pense que c'est un record, mais je ne m'en glorifie pas, mais je pense, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait 22 CAN, mais 22 CAN parce que j'ai traversé les années, les aventures, les drames, l'Angola, les drames, les émotions, l'amertume, les exploits, les stars, des grandes stars naissantes, découvrir des jeunes, découvrir des pays, découvrir Sur-et-les-Raies. Ma première CAN a été à Sur-et-les-Raies, où il y a des frissons. Oui, bien sûr, à Lagos, l'un des stades les plus mythiques du continent africain. Celui qui n'a pas vécu Sur-et-les-Raies, l'ambiance des années 80 à Sur-et-les-Raies, n'a pas vraiment bien connu l'histoire des CAN et du football. Sur-et-les-Raies, quand on rentre à Sur-et-les-Raies, avec ce vrombissement, vous avez la chair de poule, Richard. Oui. Vous avez la chair de poule et vous êtes transporté dans un autre monde et vous vous laissez guider par les chants, par les clameurs d'un stade, quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'était Sur-et-les-Raies. J'ai revu en 2000 Sur-et-les-Raies, transformé, rénové, avec malheureusement, j'étais en commentaire direct. Oui. Sur cette finale, et il y a eu la disparition de la lumière au beau milieu du match. En 2000 ? Oui, c'était pas la finale, c'était le Sénégal contre le Nigeria. Et je crois que c'est une demi-finale. Non, c'est en demi-finale. Ouais, parce que la finale, non, c'était pas la finale. Mais parce que le Cameroun a joué la finale sur les Raies en 2000. Contre le Nigeria. Avec Mboma comme capitaine. Voilà. Oui. Non, c'était la demi-finale. La lumière a disparu subitement alors que le Sénégal menait. Et donc, l'armée des soldats nigérians commençaient à tirer partout. On était allongés à Sur-et-les-Raies. Oui, on a été allongés. On est sortis de nos cabines. On s'est mis à plat ventre pour ne pas essuyer les tirs des Kalachnikov et tout. Ce sont des choses qu'on a vécues avec le football africain. On a vécu les drames de l'Angola, bien sûr. Mais on a vécu aussi des palpitations, Richard, exceptionnelles avec l'arrivée de Madiba, Monsieur Nelson Mandela, en 2010. Voilà une CAN. Alors, on parlait de Sur-et-les-Raies qui était compliqué. En 1996, c'était ça. Madiba, c'était 1996. 96. Voilà. 96. Ouais. L'Afrique du Sud, lui, il a été libéré en 91. Il y a un congrès que M. Hayatou a réussi avec grand éclat. C'est le congrès de la CAF en 1992 à Dakar, au Sénégal. C'est un des congrès fondateurs de la nouvelle CAF et du nouveau football. Alors pourquoi ? D'abord parce que il y avait, pour la première fois, il y avait un petit carton comme ça, qui payait pas de mine, où il y avait écrit Afrique du Sud. Et ben ça, le retour dans le giron du football africain, d'une grande nation comme ça, c'était un moment à la fois pathétique et émotionnel. Et quand les 3 représentants de la Fédération sud-africaine se sont levés, la salle a explosé, Richard. Voilà un moment d'émotion très fort. Et bien sûr, ce qui a suivi, c'est la Coupe d'Afrique en 96, qui aurait dû avoir lieu au Kenya, qui s'est désisté. Et on a chamboulé l'ordre des CAN entre celles de 1998 et 1996. Et on a assisté à cette CAN avec Nelson Mandela dansant avec son maillot zébré, noir et jaune, des Bafana, voilà, on le raconte dans le livre. Oui. Justement, ce sont des moments exceptionnels, voilà. Il nous avait reçus aussi, et je lui ai parlé, ça c'était un moment aussi qui nous donne les frissons. Mais justement, avec les multiples CAN, 22 CAN que tu as couvert, pour toi, quelle est l'image choc que tu as eu par exemple, quand tu es arrivé sur le continent, quelle est l'image qui t'a frappé? Quelle est la CAN ou bien l'image choc qui t'a frappé dès que tu es arrivé? Pour moi, une des plus belles CAN, c'est celle de 1998 au Burkina Faso.
Voilà un pays qui n'avait pas tous les moyens pour organiser, pour avoir le gigantisme d'un football qui explosait. En 98, la France était en train de préparer sa Coupe du Monde. On ne parlait que de football. Et pourtant, un pays comme le Burkina Faso, avec ses moyens, avec ses moyens respectables. Il y avait un stade, ils l'ont légèrement remanié, et il y avait un stade municipal, et ils ont pris les cours, les terrains des écoles, des universités pour satisfaire aux obligations du cahier des charges d'une organisation. En stade d'entraînement. Voilà. Et il y avait aussi le deuxième groupe qui était à Bobo Dioulasso. Il fallait soit aller par la route, soit prendre un petit avion. Il y avait la relation pour les journalistes aussi. Je trouve que sur le plan de l'organisation, ça a été un exemple incroyable, avec des moyens très juste et honorable. Il était possible d'organiser une CAN respectable et sans aucun accroc, sans aucun problème. Les stades étaient pleins, que ce soit... Le Burkina est allé avec son fameux match interminable. Là. Je crois que les stades étaient pleins, quelle que soit l'équipe qui jouait. Ça, pour moi, c'était important. Alors que, par exemple, en Tunisie, en 1994, le match d'ouverture, le Mali inflige une défaite au pays organisateur. Le stade s'est vidé. Lorsque le Mali a inscrit son dernier but, le stade s'est vidé. C'était le stade El Menza à Tunis. Ça, ce sont des cannes que je n'aime pas retenir. Un public doit rester pour un match, quel que soit le résultat, et respecter les gens qui sont en train de jouer et de se donner. Voilà. Pour moi, 2 cannes restent majeures. Celle de 98 sur le plan de l'exemplarité. Il est possible d'organiser une canne avec peu de moyens, mais en respectant la réglementation, le cahier des charges, et avec surtout le soutien, l'adhésion d'une population. Tout le peuple burkinabé était dans les stades, dans les rues, pour accueillir les gens. Il n'y avait pas assez de chambres d'hôtel. Peu importe, venez dormir chez moi. C'était ça, c'était la vérité. C'est l'hospitalité. Voilà. Et ça restera dans l'histoire comme un moment assez exceptionnel. C'est pour ça que j'ai vécu cette Coupe d'Afrique en 98 de manière vraiment d'un journaliste, l'émotion d'un journaliste en disant, voilà, ce n'est pas un comité d'organisation qui a organisé, c'est le peuple burkinabé qui a organisé. Voilà, et je retiens cette image. C'est un peuple qui a organisé une CAN. C'était en 98. Et puis après, c'est un homme qui a organisé la CAN, c'est Mandela, en 96. Comment on peut comparer cette édition de 96, voilà un pays gigantesque qui a vécu sous l'emprise d'un régime horrible de l'apartheid pendant 42 ans, et qui s'éveille à la liberté, qui s'éveille à l'Afrique, qui retrouve les concepts de la révolution africaine et de la vie simple africaine, et avec un homme dont on mesure le pouvoir magique quand on le voit danser dans le stade, le stade national. C'était quelque chose d'inoubliable. C'est une dimension de l'émotion qu'on ne peut pas trouver ailleurs. On ne peut pas. C'est pour ça, quand je vous disais paradis terrestre, ce sont des émotions que je n'ai pas vécues au Maracana. J'ai vu des matchs au Maracana, j'ai vu des matchs à la Bombonera en Argentine, où c'est un temple du football. Mais quand on a vécu le Burkina Faso et la danse de Nelson Mandela au National Stadium, c'est pas possible, quoi. C'est ça qui nous reste. Mais justement, c'est vrai que quand on vous entend parler de ça avec passion, dans le livre, vous évoquez, par exemple, sur les présidents de la CAF, il y a eu 8 présidents. 8 présidents, c'est 7 présidents. Voilà, 8 présidents, c'est 7 présidents. Comment vous expliquez ça? Tout simplement parce qu'il y a eu effectivement 8 présidences depuis 1957. Le président Salem, le premier, qui ne restait qu'une année. Et bizarrement, on a donné, comme on cherchait un nom pour le trophée, la Coupe d'Afrique des Nations, on a dit on n'en a pas, on va l'appeler la Coupe d'Afrique Salem, du président Salem. Donc la CAN s'appelait la CAN Salem d'abord, la Coupe Salem. Il est resté qu'une année, il a été remplacé par un très très grand
africain, un grand dirigeant, le général Mustapha, qui vient de l'armée égyptienne. Et cet homme-là s'est révélé être un dirigeant d'une dimension exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'il a eu le sens d'installer la réglementation, de concevoir l'organisation d'une CAN. C'était un militaire intellectuel, et d'ailleurs la FIFA ne s'est pas trompée, c'est le premier dirigeant africain qui a eu la présidence d'une commission. Il a été président de la commission technique et ensuite la commission de discipline. Il était président. Ah ouais. Donc, vice-président de la CAF, bien sûr, automatiquement, mais le général Mustapha a été le deuxième, et donc c'est le troisième que ça a basculé avec le docteur Halim, qui a exercé des fonctions au plus haut niveau au Soudan. Il a été quasiment chef d'État, juste dans la période de la Révolution. Il a été chef d'État. C'est un médecin, c'est un chirurgien qui exerçait à Londres, que le pays a rapatrié rapidement et qui avait le sens vraiment aigu de l'organisation, lui aussi, parce que quand on succédait au général Mustapha à la tête de la CAF, il n'était pas possible de bricoler. Il fallait quelqu'un d'une grande dimension. C'est le docteur Halim qui a donc pris la succession du général Mustapha, mais qui a cédé ensuite à l'Éthiopien, normalement, et il a vu arriver Idnikacho Tessema, donc ancien ministre des Sports de l'empereur Haile Selassie, et il était vraiment déterminé. Il lui a cédé le poste, mais le docteur Halim est revenu lorsque celui-ci est décédé. Ah ouais. Vous voyez, c'est l'histoire. Alors, il a donné la présidence de la CAF à Idnikacho Tessema, et quand celui-ci est décédé brutalement en Suisse en 1987 et avant les élections, c'est encore le docteur Halim qui a pris la succession jusqu'à la céder à l'élection de Issa Yatou. Vous voyez, donc 8 présidences de la CAF, 7 présidents, parce que le docteur Halim l'a eu 2 fois. Mais justement... Voilà l'histoire qu'il faut connaître. Oui, il faut dire qu'après le président Issa Yatou, il y a eu Ahmad. Après Ahmad, il y a celui qui est là maintenant, le docteur Motsepe. Mais justement, sans toutefois faire de la comparaison, pour vous, qui est le président qui a le plus marqué qui a le plus marqué la CAF, selon vous? Je pense que c'est incontestablement Issa Yatou, le Camerounais Issa Yatou. Il avait le sens de l'autorité, le sens du devoir aussi. C'est un sportif, un vrai sportif, qui n'avait rien à voir avec le football. Il a fait aussi la tennis comme vous. Hein. Il n'avait rien à voir avec le football. C'est quelqu'un qui descend d'une chefferie, son père était sultan, lui-même était également promu au sultanat, c'est un chef coutumier assez important, originaire du Soudan, du sud de Soudan, à Garoua, donc dans le nord du Cameroun. C'est un garçon qui a fait des études assez poussées, quand même, universitaires, et il était destiné au métier de professeur d'éducation physique. Sauf que sur place, on a décelé aussi en lui des qualités. Il a été nommé directeur national des sports. Moi, je l'ai vu arriver, j'étais journaliste un jour, je l'ai vu arriver aux Jeux africains de Nairobi. Il y avait une pagaille monstrueuse sur ces Jeux en 87. Il était chef de la délégation et on a discuté, il était chef de la délégation camerounaise en tant que directeur national des sports. Mais déjà, quand je prenais un petit café avec lui, discuter, qu'est-ce que vous faites, d'où vous venez, etc. Il m'a dit, moi j'attends de diriger le football, j'aime bien le football. J'ai dit, mais vous êtes athlète. Vous vivez que pour l'athlétisme. Et je retrouve, parce que quand j'ai vu son nom, je suis allé chercher et j'ai demandé. Et j'ai trouvé que Issa Yatou était un athlète brillant du 800 et du 1500 mètres, il tournait quand même à moins de 2 minutes sur le 800. Il était donc à un certain niveau. Et il a été sélectionné par les minima, puisque pour aller aux Jeux Olympiques, il faut accomplir un certain minima de temps en performance. Donc il était aux Jeux de Montréal, il était sélectionné pour courir le 800 mètres. Alors avec des gens extraordinaires comme Sébastien Coe et des grands, des
des Keyno et des Ron Clark d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Sébastien Coe, c'est lui le président du CIO? Non, il n'est pas président, il est membre du CIO. C'est le président de la Fédération internationale d'athlétisme qu'on appelle aujourd'hui World Athletics. Voilà, elle a changé de nom. Et donc, Issa Hayatou arrive comme athlète pour courir le 800 mètres à Montréal. Et sauf qu'à Montréal, il y avait encore de grands dirigeants africains, le Tunisien Mohamed Mzali et le Congolais Jean-Claude Ganga. Ces deux hommes-là, deux très grands dirigeants, ont dit si l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande qui soutient l'Afrique du Sud défilent, il n'y aura aucun pays africain qui défilera aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Wow. Ces deux dirigeants-là, on ne les a pas pris au sérieux. On a dit oui, mais bon, ils parlent, on verra bien. Sauf que Mohamed Mzali était ministre des Sports en Tunisie, était membre du CIO quand même. Exact. Il a mis en jeu sa place en tant que membre du CIO. Jean-Claude Ganga était ministre également du Congo-Brazzaville, le Congo francophone, et il avait créé le CSSA, à tous deux, le Conseil supérieur du sport en Afrique, dont le premier siège était à Yaoundé. Oui. Avec la puissance de ce Conseil supérieur du sport en Afrique, eh bien, ils ont dit, vous verrez. Eh bien, aucun pays africain n'a défilé aux Jeux Olympiques de 76. Et ça, c'est la force de l'Union africaine entre monsieur Jean-Claude Ganga et monsieur Mohamed Mzali. Il ne faut pas oublier l'histoire de notre sport en Afrique. Voilà des gens à qui il faut faire une stèle dans des stades en disant, voilà ce qu'ils ont fait. Et ils ont éveillé la conscience de l'Afrique politique en sport, en disant nous sommes capables de nous unir d'une manière spectaculaire devant toute la planète, devant le monde entier. Et ça a été un clash extraordinaire. Et les Jeux d'après, évidemment, l'Afrique du Sud était exclue. Ah oui. Voilà une victoire de deux hommes. Quand on parle aussi du sport, il faut parler du parcours des hommes et de quelques femmes aussi. On parlera certainement d'autres femmes dirigeantes. Mais voilà des actes historiques qu'on ne peut pas oublier, que la mémoire africaine doit retenir. Mais justement, c'est la construction de notre histoire. Justement, aujourd'hui, après cette évocation, vraiment, j'ai vraiment envie de partir sur un plan politique. Aujourd'hui, la Confédération africaine de football tout le monde le dit. C'est juste une petite digression que j'ai envie de faire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la Confédération africaine de football, compte tenu du passé que les dirigeants comme M. Hayatou a voulu imposer, que l'Afrique doit rester africaine, aujourd'hui, quand vous regardez la CAF, est-ce que vous pensez qu'elle réunit encore les conditions pour lesquelles les gens se sont battus? Je voulais juste terminer mon propos, Richard, si vous le permettez, sur Issa Hayatou, parce que vous m'avez demandé quel était le président qui, à vos yeux, était... On ne peut pas dire... Chaque président a sa spécificité, a réussi des choses, on a raté d'autres. Mais Hayatou, par la durée de son mandat, presque une trentaine d'années, 3 décennies, a fait beaucoup de choses et a fait preuve d'autorité. Il a fait respecter l'Afrique. Il a tapé sur la table dans des congrès. Il a affronté un homme qu'on ne peut pas affronter, monsieur Joao Havelange, qui était très très fort, qu'il était inaccessible. Hayatou l'a affronté. Il l'a affronté en 95, par exemple, à New York, quand il a fallu faire le nouveau partage du monde des participations par continent. Exact. Il a tapé sur la table, il a quitté la réunion en jetant tous les papiers. J'étais à New York. Quand il est sorti de la réunion, j'étais le seul à lui parler. Je lui ai dit, président, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, voilà, on est au clash avec le président Havelange. Donc, parce qu'il nous donnait qu'un seul pays, on en avait 2, il voulait nous en donner. Et il a fini par rentrer dans la salle, il s'est battu comme un lion, et il a obtenu 5 places. Ah oui. C'était en 95 à New York. Donc voilà, pour ça, Hayatou a eu de l'autorité. Mais
Je peux citer d'autres présidents comme le docteur Halim, qui a été extraordinaire, le général Moustapha, qui a donné la première réglementation, qui a changé les statuts de la CAF, qui a organisé, il adorait les arbitres, il adorait le corps arbitral, il a écrit la première convention de gestion des arbitres qui existe encore, sur laquelle vous pouvez un jour mettre la main. Le président Hamad a été un stratège dans la manière de restructurer. Hamad, on ne le dit pas assez, c'est un grand président. Il a changé la subvention, il a changé la face de la CAN, la passant de 16 à 24. Il a changé la face de la CAN féminine. Il a réorganisé les zones qui étaient complètement délaissées. C'est un passage extraordinaire. Malheureusement, la FIFA a décidé autrement, mais le passage de Hayatou, de Issa Hayatou et de Hamad resteront pour l'histoire comme les plus marquants. Malgré tout ce qu'on peut dire. C'est mon opinion. Mais justement, Hamad et Hayatou ont fait tout ce travail, mais sans toutefois juger les actes du président Motsepe. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Motsepe est en droite ligne avec ses prédécesseurs? Écoutez, je pense, de ce que j'ai vu depuis que j'ai quitté la CAF en avril 2021, je n'ai pas voulu terminer, enfin en tout cas continuer avec la nouvelle équipe, parce que je n'avais pas le partage des idées, ni les options politiques de la nouvelle équipe. Je me suis retiré le plus normalement. Tout ce que j'ai pu constater, c'est l'omniprésence de la FIFA sur la CAF. Et ça, c'est quelque chose de terrible pour une organisation. Aucune organisation ne peut chapeauter une autre organisation. Ce que j'ai vécu, c'est le manque d'indépendance, l'ingérence omniprésente aussi de la FIFA. Ça, c'est quelque chose de difficile à accepter. Le président de la CAF n'a pas le pouvoir de décider tout seul pour la CAF. Un exemple tout simple, on a changé la périodicité assez incroyable de la tenue de la CAF, de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations. On avait fait voter les gens pour qu'elle passe d'une période hivernale à une époque, à une période estivale, quand cela est possible par rapport à la pluviométrie. Quand cela est possible, c'était le texte, le nouveau texte, voté grâce à Hamad et tout son comité exécutif. Et j'ai vu arriver une CAN le 21 décembre. Jamais cela n'a existé. Tout cela pour laisser la place à un championnat du monde des clubs qui n'a pas eu de succès, que les télés ont boudé, toutes les télés du monde ont boudé ce spectacle. Pourquoi organiser un championnat du monde des clubs alors que les joueurs viennent de terminer leur saison et qu'ils ont 75 à 80 matchs dans les jambes? Pourquoi faire cela? Et surtout pénaliser les Africains qui ont été obligés d'obéir aux ordres de la FIFA. Bon, ça, ce n'est pas des choses à faire. Je pense que ce qui manque à la CAF, c'est l'indépendance, l'autorité et le fait d'être totalement libre et souveraine de ses décisions. C'est malheureusement, c'est ce qui manque. C'est ce que je vois. Je peux me tromper, mais c'est mon analyse d'aujourd'hui. Merci. Désolé de t'avoir sorti un peu du côté du livre parce que parce que dans ce livre, il y a tellement d'anecdotes. Mais je voulais parler de l'héritage et de l'avenir du football. Aujourd'hui, avec toutes les CAN, 22 CAN que tu as vécues, quelle est l'évolution que tu portes sur le football africain entre la période d'avant et de maintenant? Alors, il y a deux choses. C'est en deux parties. La partie gestion. Ce qu'on vient de dire sur la CAF. Je voudrais que la CAF soit beaucoup plus forte, totalement indépendante de n'importe qui. Je peux vous dire qu'il n'existe aucune convention entre la FIFA et la CAF. Voilà, aucune convention. Il n'y a pas de convention.
Il n'y a pas de convention. Il y a pas, la CAF ne peut ne pas obéir à la FIFA, si ce n'est appliquer les règles du football, si ce n'est la grande législation de la réglementation générale de pratique du football, c'est la FIFA. La FIFA est le gouvernement mondial de gestion du football. Ouais. Mais il n'y a aucune convention entre les deux, comme il n'y en a aucune entre l'UEFA et est-ce que vous pensez que la FIFA peut imposer à l'UEFA de changer l'euro et de le jouer en décembre? Non. Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut assister à un comité exécutif de l'UEFA en étant au plus haut niveau de la FIFA? Non. Cela n'est pas possible. Non. La CONMEBOL, peut-on venir dire à la CONMEBOL, bah écoutez, vous êtes avec le Mexique, le Canada et les États-Unis, on va vous changer. Ce n'est pas possible. Alors, ce que je souhaite pour mon continent, l'indépendance, la pure indépendance, la souveraineté et la prise de décision à 100% africanisée, à 100% africanisée. Je souhaite qu'il y ait des dirigeants qui soient indépendants, souverains, capables de taper sur la table, comme l'a fait M. Hayatou, comme l'a fait le président Hamad, et tant d'autres dirigeants. On a parlé de Mzali, on a parlé de Gonga, on peut parler de Tesfaye, l'Éthiopien, on peut parler de beaucoup, du docteur Halim, du général Mostafa, des grands dirigeants qui ne se laissaient pas amadouer par des tentations de je ne sais quel ordre. Aujourd'hui, la CAF a besoin de retrouver sa souveraineté, son indépendance et son autorité légitime. Justement, Eddie Hamel, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au progrès du football africain, est-ce que vous pensez qu'un pays africain peut gagner la Coupe du Monde? Bien sûr. Mais ça viendra. Mais ça, c'est sûr. Le Ghana en 2010 était à 2 doigts de la gagner. Il avait tout. Il avait l'unité. Il avait les joueurs. Il avait le sens d'une union. Ils étaient à 2 doigts. C'est un malheureux penalty qui est allé dans les nuages qui a fait que le Ghana n'a pas pu. Autrement, en demi-finale, les Black Stars du Ghana étaient champions du monde, potentiellement. Le Maroc, récemment, la dernière Coupe du Monde, était à 2 doigts d'aller en finale, et pourquoi pas de gagner. Bien sûr qu'on est tout près de gagner la Coupe du Monde, et on la gagnera. Elle la gagnera, c'est une question de jour, Richard. Et ça va arriver. Ça va arriver. Justement, Eddie, on tire bientôt vers la fin de notre entretien, mais je voulais vous poser la question. Comment est-ce que vous entrevoyez la prochaine CAN? Est-ce que vous pensez que elle sera difficile à gagner? Ou bien pour le pays hôte, est-ce que ce sera difficile? C'est une CAN qui est organisée en hiver. Oui. On ne connaît pas la réaction de nos joueurs. On n'a pas l'habitude de jouer une CAN en plein hiver. La pluie, le froid, le vent, on n'a pas l'habitude de ça en Afrique. On a l'habitude de jouer une CAN en plein soleil de notre civilisation purement africaine. Donc ça, c'est l'inconnu. Le climat, le facteur climat, on ne le connaît pas. Comment les joueurs, les grandes stars vont s'acclimater à ce football-là. Bien sûr, une grande majorité viendra d'Europe et a l'habitude de ce climat. Mais quand on est en sélection, on oublie cela. On oublie. Quand on est dans sa sélection, on retrouve tous les gestes et tous les modes purement africains. Voilà, l'ambiance, l'atmosphère, l'esprit, le sens et la manière d'opérer. Je pense que c'est une CAN très difficile à gagner parce que le facteur climat, le facteur inhabituel des footballeurs africains est omniprésent dans cette CAN. Je pense qu'on aura du spectacle parce qu'il y a des grands joueurs, des grandes nations. Et comme vous le savez, la CAN, ça peut être un mot qu'on retient. On retiendra en tout cas, la CAN est devenue le 3e plus grand événement de football au monde, après la Coupe du Monde et après l'Euro de football et avant la Copa América et avant la Coupe d'Asie. Et ça, c'est une victoire à 100% légitime des Africains, des footballeurs africains. D'accord, on va bientôt entrer dans le quiz, parce que j'ai prévu un petit quiz pour Eddie Hamel, parce que c'est une légende du foot, et j'espère que c'est pas une colle que je vais lui faire, parce que je sais que je peux pas le coller, parce que s'il est incollable. Mais Eddie Hamel, je vais citer ces personnes par pays, et puis tu me diras ce que tu en penses. Je prends déjà le cas de
l'Algérie, qui est ton pays si je te dis, pour toi, quel est le meilleur joueur algérien de tous les temps? Oh, c'est compliqué, là. C'est un piège, Richard, là. Non. Moi, j'aime bien Mekloufi, parce que mon père m'en a parlé, parce que je l'ai vu jouer. J'aime bien Zitouni, j'aime bien l'équipe du FLN, qui a été extraordinaire. Oui. Extraordinaire, avec des joueurs incroyables. C'était pas ma génération, mais mon père, mon frère aîné m'en a parlé, et j'ai vu quelques bouts de films, évidemment. J'ai vu, ensuite, j'ai vu des joueurs extraordinaires. Bien sûr, la génération de Madjer, Fergani, Assad, Belloumi restera la meilleure. En Algérie, c'est la première qui a gagné la CAN, non, cette génération-là. Oui, c'est en 80, la finale. La finale. Ils ont joué avant. Hein, il y a une autre génération, bien sûr. Beaucoup de joueurs. Il y a eu l'Almas, un des plus grands joueurs, qui malheureusement décidé. C'était un commissaire de police, capitaine de l'équipe du CR Bellecour, qui a été une équipe de gala. Voilà, quand le CR Bellecour jouait, c'était le Paris Saint-Germain de la saison dernière. Vous venez pour voir le spectacle. Les 11 joueurs étaient titulaires en équipe nationale et les 10 remplaçants étaient les remplaçants de l'équipe nationale. Oui. Ça, c'est la période du CR Bellecour. C'est un quartier populaire de la capitale Alger. Et l'Alma, c'était le grand joueur. Après, dans le même quartier populaire, il y avait Bellecour, il y a Hussein Dey. Un jour, l'entraîneur Jean Snella, qui a dirigé Saint-Étienne, dirigeait le NAD Hussein Dey, qui est un club de première division. Et pendant qu'il entraînait, quand il n'avait rien à faire l'après-midi, il allait voir jouer les cadets. Incroyable. Et un jour, il voit des matchs cadets de Hussein Dey, il voit un joueur, un arrière latéral gauche, qui traçait de part en part et marquait des buts. Avant les pistons, ce qu'on appelle aujourd'hui les pistons, avant cela. Et il a dit, mais c'est qui ce joueur? Donc il le convoque pour un entraînement. Il avait 15 ans. Wow. Pour un entraînement avec les grands de Hussein Dey. Et il lui dit, petit, toi tu vas jouer comme ailier gauche, ok? Il dit, mais coach, moi je suis arrière, on me dit toujours arrière gauche. Il lui dit, tu vas jouer... Et il le fait jouer à 15 ans et demi ou 16 ans. Premier match avec le NAD, Hussein Dey. Ce joueur, et il a marqué 2 buts. Ce joueur s'appelait Rabah Madjer. Ah oui. Voilà des histoires. Belloumi, bien sûr, Assad, Fergani, Merzekan. C'est une grande génération inoubliable. Aujourd'hui, il y a Mahrez, il y a Belaïli, il y a du monde, Mais ça reste comme ça des noms. C'est difficile de dire c'est le meilleur joueur. Mekloufi, c'était un grand joueur. Ouais. Voilà. Madjer, c'est un grand joueur. Mahrez, c'est un grand joueur. Belloumi, c'est une dimension exceptionnelle. Un peu comme le Cameroun. On peut pas sortir. Justement, le Cameroun. Le Cameroun, on peut pas sortir. Pour moi, Mbou, par exemple, c'est un très, très grand joueur. Oui. On l'a oublié très facile. Oui. Très. C'était Bouémile. Oui. Bouémile, il a joué à la Coupe du Monde 90. Oui, puis il a surtout fait une CAN exceptionnelle. Si vous pouvez revoir ce qu'il a fait en 86 en Égypte, c'est fabuleux. Avec son entente avec François Oumambiik. Et c'était absolument exceptionnel. Ensuite, il y a eu des grands joueurs. Le but d'Oumambiik. À la Coupe du Monde. Oui, à Milan, dans le temple du Meazza, stadium de l'Inter de Milan et le Milan AC. C'est là il marque un but exceptionnel. Je ne sais pas d'où vient cette double détente. Quand on retrouve chez Ronaldo, le Portugais, et ben François Oumambiik avait cette double détente pour marquer ce but historique. Bon, il y a les générations du Cameroun, elles sont inoubliable, toutes. Bien sûr, Mila, bien sûr, Eto'o, bien sûr, des grands joueurs. Rigobert Song, c'est l'homme qui a joué le plus de CAN. Exact. Le plus de CAN, il détient le record. Il a été un capitaine courage, capitaine exemple, capitaine technique, voilà, des joueurs qu'on peut pas oublier. Mais il y a la génération qui a gagné la première CAN en 88 avec Claude Leroy comme entraîneur au Maroc. Voilà. Le Cameroun... La première CAN, c'était en 84 en Côte d'Ivoire. Qui a gagné? Oui, la première, sous Claude Leroy, c'était en 88. Au Maroc. C'était aussi une très grande équipe. Voilà, le Cameroun, à l'instar de l'Algérie,
a exactement des générations. Tous les 20 ans, il y a un cycle de footballeurs extraordinaires. Eto'o fait partie évidemment des plus grands footballeurs que l'Afrique, pas seulement le Cameroun, que l'Afrique ait jamais eu. Et justement, dans le livre, il y a une anecdote sur Eto'o où vous avez dit que Eto'o, au premier match Ghana-Cameroun, il était au banc. Oui. Et puis il a dit à son coéquipier Lucien Métomo que si j'entre, je vais changer, je vais marquer le but. Oui, c'est vrai. C'est écrit dans le livre. Oui, absolument. Parce qu'il parlait beaucoup, Samuel. Oui. Il parlait beaucoup et jeune, il tenait pas au banc des remplaçants. Il tenait pas, un peu comme Ronaldo. Exact. Rappelez-vous, quand Ronaldo a commencé en équipe nationale, il était remplaçant. Il ne tenait pas. Il était debout, il apostrophait l'entraîneur, etc. Tant et si bien qu'on le fait rentrer. Voilà. Eto'o avait la même attitude. Il vivait le football intérieurement. Comme quelque chose d'indispensable. Pour lui, c'était indispensable qu'il entre, indispensable qu'il fasse quelque chose. Ben justement. Eddy, pour toi, quel est le meilleur chaudron en Afrique? Incontestablement par cycle d'années, je dirais. Dans les années 80, c'est Surelere à Lagos. C'est un stade unique. Il faut avoir connu l'ambiance de Surelere. C'est une pure folie. Parce que c'est un stade qui a été conçu pour 50 000. Il contenait 90 000. Alors comment on s'assied sur d'une place à deux? On ne sait pas, mais au Nigeria, ils l'ont fait. À Lagos, ils l'ont fait. C'est un spectacle extraordinaire, c'est inoubliable. Surelere a depuis été ramené à 50 000. Il a été restructuré. Il y a des loges maintenant. On y entre avec beaucoup de sécurité. C'est organisé. J'ai revu le nouveau Surelere. Ça n'a rien à voir. Mais l'image du Surelere, c'est un stade mythique. Il y en a d'autres, des stades mythiques. Le stade national de Johannesburg est mythique. Le stade du 5 juillet à Alger est mythique. Le stade de Yaoundé est mythique. L'ancien. Voilà. El Menza à Tunis, ça restera un stade ouvert aux quatre vents où on jouait au football. Alors le vent, on rentrait par des quatre côtés, mais on continue à jouer au football. Vous voyez? Le plus grand buteur de la CAN pour toi, le plus grand joueur des CAN selon toi, qui t'a le plus marqué? Quand même, Didier Drogba reste parmi les plus spectaculaires. Eto'o, c'est une classe à part. On savait que quand il y avait Eto'o dans une équipe, on savait qu'on allait se régaler sur le plan technique. Mais Drogba avait un petit geste toujours différent et qu'on dit mais il n'a jamais fait ça. Et il marque d'une manière toujours inconnue, donc on découvrait ça. Voilà. Donc Eto'o, c'était l'assurance du spectacle. Drogba, c'était la joie de la découverte d'un geste incroyable. Voilà. Voilà. Ça, c'est les deux que je peux mettre en avant. Évidemment, la génération d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus astreinte à un football collectif avec des passes de plus en plus rapides. On joue à un football parce que les joueurs, point de vue nutrition, point de vue médical, sont beaucoup mieux servis, beaucoup mieux suivis, beaucoup mieux préparés. Évidemment, ça n'a rien à voir. C'est pas comparable. Voilà, c'est pas comparable. La génération d'aujourd'hui court le 100 mètres. Il y a des joueurs en Afrique qui courent le 100 mètres à moins de 11 secondes. C'est incroyable, moins de 11 secondes. Donc voilà, il y en a beaucoup. Il y en a au Cameroun, il y en a en Zambie. Il y a même un joueur de Zambie qui fait le 100 mètres à 17, c'est-à-dire qu'il peut faire les championnats du monde d'athlétisme. Wow. Vous voyez, donc c'est un autre football. Mais justement, comme tu as beaucoup d'anecdotes avec les présidents, les footballeurs, quelle est l'anecdote qui t'a le plus marqué de ta vie de journaliste, d'homme de médias? C'est 1994, je faisais la finale de la CAN à Tunis. D'accord. Et à côté de moi, il y avait un monsieur qui s'appelait Pelé. Oui. Il était assis à côté de moi et il a fait une vingtaine de minutes à côté de moi et il n'arrêtait pas de taper avec ses deux pieds sur le truc. Il me marchait sur les pieds de temps en temps, m'écrasait le pied. Il tenait pas. On était dans une cabine, il était casqué, j'étais casqué, il était à ma droite. Alors on parlait avec le traducteur derrière moi et il ne tenait pas en place. Et quand je lui dis mais pourquoi vous avez bougé, on est
en télévision, c'est compliqué de parler comme ça. Il m'a dit, mais je peux pas faire autrement, je suis naturel. C'est le football. Et le football, je le vis les deux pieds comme ça, tout le temps. Et puis, quand il y avait une attaque qui se précisait, il se le mettait debout. Oui. Pelé, il se mettait debout. Incroyable. Et donc, voilà, c'est un instant magique qu'on vit avec l'homme le plus grand footballeur de tous les temps. Vous voyez un peu son comportement naturel et puis sensible. Il vivait le football, que ce soit en Afrique, que ce soit en Nouvelle-Zélande, à Tegucigalpa ou au Mexique, il vivait le football. Peu importe le lieu où il se trouvait. Et ben ça, c'est pour moi un grand souvenir. Bien sûr, le deuxième plus grand souvenir, d'avoir serré la main à Monsieur Mandela, d'avoir parlé un tout petit peu avec lui et de l'avoir vu pendant tous ces matchs des Bafana Bafana. Voilà quelques instants, mais il y en a tellement d'autres. Vraiment, c'est un régal de parler avec Eddie Hamel parce que malheureusement, on va arriver au bout de cet échange. Vraiment, je vous conseille, Il était une fois à la CAN. Et c'est un livre qui a été coécrit avec Eddie Hamel et Charles Moukori, Boniface Murutampanzi. Voilà. Alors, ce sont deux brillants journalistes, exact. Un Camerounais, Charles Moukori, qui est un très bon journaliste maintenant. Oui. Ça fait 30 ans qu'il écrit sur le football africain. Exact. Et Boni Murutampanzi, un Rwandais, qui est journaliste à l'agence France Presse, qui m'ont suivi. Je les ai eus à l'âge de 17-18 ans avec moi, à Afrique Football. Oui. Ils étaient amoureux, ils savaient écrire. Et avec moi, pendant 30 ans, ils m'ont jamais quitté. On a fait toutes les batailles ensemble, toutes les belles aventures. Et je voulais qu'ils signent avec moi parce que ce sont de brillantissimes journalistes. Justement. Vous savez, chaque fois, aujourd'hui, je vis, comme je vous l'ai dit dès le départ, je vis comme un rêve debout. Je vis un rêve debout parce que ce monsieur, Eddie Hamel, dans les années 90, je me souviens toujours les mercredis de Champions League, je l'avais dans mes oreilles et je me disais, comment est-ce que je peux faire pour rencontrer ce monsieur vraiment? Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. C'est un monsieur qui m'a toujours encouragé. Même dans ce livre, il m'a fait une très belle dédicace. Et vraiment, Eddie Hamel, est-ce que tu as un dernier mot pour le public africain, pour le public qui va te regarder avec cette interview? Je voudrais surtout te remercier, Richard. Tu fais beaucoup aujourd'hui dans cette nouvelle génération de journalistes numérisés, digitalisés. Merci. Avec beaucoup de choses. On te voit partout. Tu as le bon mot, très souvent. Merci. Très souvent le bon mot. Donc, je voudrais inciter les jeunes journalistes d'abord à travailler, à beaucoup travailler avant de rendre compte au public, parce que le public doit être respecté. Et pour le respecter, le journaliste doit travailler en amont, travailler. On ne peut pas arriver et donner des leçons au public sans avoir travaillé. On a cette responsabilité de nous adresser au plus grand nombre, et donc ce qui est respectueux, c'est d'abord la qualité de notre travail. Plus on travaille, plus on sera apprécié. Je voudrais simplement dire à tous les jeunes journalistes de bien travailler, de beaucoup travailler pour respecter leur public et respecter un peu l'amour du journalisme. Le journalisme, c'est sans doute le plus beau métier du monde. Ouais. Mais nous, on dit ça. Mais les médecins disent aussi qu'ils ont le plus beau métier du monde. Un boucher dit qu'il a le plus beau métier du monde. C'est normal. Mais nous, quand même, on a un tout petit peu plus. Pourquoi ? Parce qu'on s'adresse toujours, tous les jours, au plus grand nombre qui nous écoute, qui nous lit et qui nous découvre. Vraiment, je suis ému. Je suis vraiment j'en tremble même parce que je suis en face de quelqu'un que j'ai toujours rêvé avoir, qui m'a toujours encouragé. Eddie Hamel, je te dis devant tout le monde merci pour déjà la confiance et cette interview qui a, pour ceux qui vont la regarder et qui la regardent actuellement, ont beaucoup appris parce que ce monsieur n'a pas que des anecdotes, il a des connaissances et franchement, je vous conseille encore de prendre ce livre comme un dictionnaire. Pour moi, je l'ai lu et je vais continuer de le lire parce que c'est vraiment une bibliothèque qu'il a écrite. Monsieur Eddie Hamel, c'est une bibliothèque vivante et qu'on doit, franchement, j'espère, il y a combien d'éditions, Eddie?
Il y a 3 éditions. Une internationale que vous avez entre les mains, celle-là. Oui. Il y en a une pour la partie Afrique de l'Ouest. Oui. De l'Ouest, qui est déjà en libre. Il y en a une pour le Maroc spécifique. Avec une couverture Achraf Hakimi. Il y en a une aussi pour le marché algérien avec une couverture de Mahrez. Et il y en a une autre qui est en train de se préparer en anglais pour tout le reste du monde. En tout cas, merci. Bonne soirée à tous. Et vraiment, c'était le talk avec moi. On se voit pour la prochaine édition avec un nouvel invité et que j'aurai l'occasion de vous présenter. Bonne soirée à tous et ciao.